Après des années de faste et d'influence à la cour de Versailles, le comte de Vaudreuil voit son monde vaciller sous les premiers soubresauts de la Révolution. Ce qui n'était d'abord qu'un simple jeu d'intrigue et de rivalité politique devient une tempête incontrôlable qui menace non seulement son cercle proche, mais la monarchie elle-même. Nous retrouvons aujourd'hui cet homme qui, après avoir été l'un des favoris du pouvoir, assiste impuissant à l'effondrement du régime auquel il avait consacré sa vie. Comment perçoit-il ces événements? A-t-il pressenti la fin imminente de l'Ancien Régime ou, comme tant d'autres, s'est-il laissé aveugler par les illusions de son époque? Dans cette seconde partie de notre entretien, le comte de Vaudreuil revient sur les heures sombres qui ont précipité sa chute, sur les derniers instants de Versailles avant le chaos, et sur son départ en exil. Entre souvenirs de la cour et prise de conscience tardive, il nous livre un témoignage intime et poignant d'un monde sur le point de disparaître. Monsieur le comte, votre nom demeure attaché au faste de Versailles, et pourtant l'histoire semble vous accorder une place singulière au-delà des dorures du palais. Certains vous peignent en prodigue, d'autres en libéral. Où se situe la vérité? Ah, la vérité, chère madame, est toujours plus nuancée que l'image que l'on veut bien en donner. Oui, j'ai brillé à Versailles, j'ai goûté au plaisir d'une cour où l'esprit et la grâce étaient à la monnaie d'échange suprême. Et si l'on me reproche d'avoir trop prodigué, je répondrai que donner m'a toujours semblé un plaisir plus noble que de compter. L'avenir? À quoi bon l'obséder de calcul et de parcimonie lorsque le présent regorge d'occasions de répandre joie et magnificence? On vous dit homme d'esprit, ami des beaux esprits. Vous entouriez-vous de ceux qui façonnaient les pensées du temps? Sans nul doute. Car qu'est la vie sans les éclats de la conversation et l'élan de l'intelligence? À Versailles, tout se faisait à travers les salons, ces sanctuaires où naissaient les modes et les idées, où l'imagination de chacun nourrissait celle des autres. La cour était un théâtre où se jouait une comédie brillante, mais parfois creuse. Or, dans les salons, l'esprit se libérait des conventions pour s'exprimer avec plus de sincérité et d'audace. Vous aviez vos habitudes chez Madame de Fontaine, et l'on vous voyait souvent chez Madame Vigée-Lebrun. Était-ce par goût pour l'art ou pour la société qui s'y trouvait? Ah, Madame Vigée-Lebrun, quelle femme exquise, quel artiste! Son salon était un havre où se mêlaient les grands noms et les pinceaux les plus habiles. On y parlait peinture, certes, mais aussi littérature, théâtre, philosophie. Ce n'était pas un de ces cercles où l'on ne fait que répéter les formules du moment. Chacun y apportait sa note, sa lumière. J'y trouvais ce que je chérissais le plus, la liberté d'être, de plaire, d'échanger. On vous a parfois jugé trop généreux, entouré de flatteurs et d'obligés. Flatteur? Sans doute en ai-je connu quelques-uns, mais qu'importe, tant que la comédie est bien jouée. Et puis, faut-il mépriser ceux que le sort place en position d'attendre des faveurs? L'existence est ainsi faite. Certains donnent, d'autres reçoivent. Moi, j'ai toujours préféré être du côté de ceux qui dispensent avec largesse. Je n'étais pas de ceux qui mesurent, calculent, prêtent à regret. J'aimais offrir, sans souci du lendemain. On vous a également qualifié de libéral, ce qui, dans un monde où la rigidité des rangs semblait immuable, devait surprendre... Libéral, oui, je l'étais, mais à ma manière. Je méprisais l'étroitesse d'esprit, j'aimais l'audace des idées. Je donnais avec la même facilité aux égaux qu'aux inférieurs, car je ne voyais point pourquoi la naissance seule dicterait la valeur d'un homme. Mais vous savez, les jugements varient selon les regards. Ce que l'un nomme générosité, l'autre le qualifiera de prodigalité. Ce que l'un voit comme une ouverture d'esprit, un autre y verra de l'inconscience. Que voulez-vous? J'ai vécu comme il me plaisait de vivre. Monsieur le comte, vous évoquiez l'atmosphère enivrante des salons parisiens et l'attrait qu'exerçaient sur vous les cercles d'artistes et de penseurs. Il paraît que chez Madame Vigée-Lebrun, vous étiez plus qu'un simple invité. Vous étiez courtisé à votre tour. Ah, si le sort veut que l'on brille, autant le faire en bonne compagnie. Chez Madame Vigée-Lebrun, l'esprit et la grâce se donnaient rendez-vous. Cette femme exquise, dont le talent n'avait d'égal que la vivacité de conversation, me témoignait une faveur dont elle n'a point fait mystère dans ses souvenirs. Que voulez-vous? Il est doux d'être recherché par ceux qui font l'opinion,
édicte le bon goût. Mais plus que tout, j'y trouvais des échanges dignes des plus brillants esprits de notre temps. Imaginez-vous devisant avec le prince de Ligne, le marquis de Chastellux, l'abbé de Lille. Quelle époque! Et pourtant, il vous arrivait d'être tiraillé entre ces soirées d'artistes et les fastes de la cour. On raconte que, lorsqu'il fallait choisir entre un bal de la reine et une réception chez Madame Vigée-Lebrun, vous commenciez toujours la soirée chez l'artiste. Il est vrai que je préférais les plaisirs de l'intelligence à ceux, plus frivoles, du paraître. Oh, ne croyez pas que je méprisais la cour, j'en avais les habitudes, le goût du faste et la connaissance des jeux subtils du pouvoir. Mais il y avait, dans ces cercles plus intimes, une saveur particulière, une liberté de ton et d'esprit que Versailles peinait parfois à offrir. Vous souvenez-vous de cette fameuse soirée où, dans l'enthousiasme né de la vogue du jeune Anacharsis, on vous accueillit en plein salon transformé en banchette grecque? Ah, quelle mascarade délicieuse! En entrant, je fus saisi par l'audace du spectacle. Monsieur Lebrun, ce poète impétueux, couronné du laurier de Pindare, le marquis de Cubières, sa guitare déguisée en lyre, et ses dames toutes drapées en canéphore ou en muse. L'illusion était parfaite. On chanta Gluck, on récita des vers, on porta des toasts au vin de Chypre. Ces soirées, voyez-vous, étaient des parenthèses enchantées où l'érudition savait se parer de fantaisie. Vous n'étiez pas en reste pour offrir une hospitalité digne de ce nom. Votre maison de Gennevilliers, après que vous en eûtes hérité du maréchal de Richelieu, devint un havre pour les amateurs d'art, de philosophie et de plaisirs mondains. Gennevilliers n'avait pas l'allure solennelle d'un château, mais elle avait un charme singulier. Située au cœur d'une plaine giboyeuse, elle plaisait autant aux chasseurs qu'aux esprits fins. Le comte d'Artois venait y goûter les plaisirs de la chasse à court. D'autres recherchaient les soupers raffinés, où l'on pratiquait un épicurisme des plus éclairés. Vous receviez des artistes, des savants, des hommes de lettres. On y trouvait aussi bien le chimiste sage que l'architecte Brongniart, et même des chanteurs renommés comme Garat et Caillot. C'était une véritable cour des arts et des sciences. L'art et la connaissance ont ceci de commun qu'ils s'épanouissent dans la conversation et l'échange. J'aimais voir les idées se croiser, les vers s'improviser. Monsieur Chamfort, avec son esprit mordant, composait des bouts rimés pour honorer les invités de marque. Madame Vigée-Lebrun, elle-même, montait sur la scène aux côtés de Monsieur Dugazon. Quant à moi, je n'étais pas en reste. Je tenais à ce que chacun trouvât à Gennevilliers un espace de liberté, un lieu où l'on puisse briller sans contrainte et goûter au plaisir du savoir sans ennui. Il semble que vous attachiez une importance particulière à la conversation, à cet art subtil qui faisait la grandeur de votre siècle. La conversation est la politesse de l'esprit. Et à quoi bon vivre si ce n'est pour échanger, pour rire, pour charmer et se laisser charmer? Mon siècle fut celui des salons, de la galanterie intellectuelle, de cette quête incessante d'une éloquence légère, mais pénétrante. J'aimais plaire, j'aimais écouter, et j'aimais à mon tour égayer ceux qui m'entouraient. Que me resterait-il si je n'avais eu cette ivresse des mots et cet amour du brillant? Monsieur le comte, vous avez manifesté tout au long de votre vie une véritable passion pour les arts. Était-ce un penchant naturel ou une manière d'affirmer votre place parmi les grands mécènes de votre époque? Ah, laissez les envieux dire que je n'étais qu'un amateur superficiel. L'amour des arts ne se mesure pas en érudition aride, ni en discours savants, mais en cette ferveur qui vous pousse à admirer, à protéger, à offrir. J'ai toujours estimé que la grandeur d'un siècle se jauge à la splendeur de ses artistes. Que seraient nos salons sans les peintres, sans les musiciens, sans ces hommes et ces femmes qui, par leur talent, illuminent nos palais et anoblissent notre époque? On dit que votre galerie était remarquable, notamment pour ses œuvres flamandes et hollandaises. Certaines de vos toiles ont d'ailleurs fini au Louvre. J'avais le goût du rare, du raffiné. Les maîtres du Nord ont su capter dans leurs œuvres une profondeur, une lumière, une vérité qui me touchait profondément. Leur précision, leur sens du détail, cette manière de rendre le quotidien sublime, voilà ce qui m'émouvait. J'aimais aussi les fastes de l'école française, les portraits vibrants de Madame Vigée-Lebrun, les compositions inspirées de Joseph Vernet. Ma collection était le reflet de mon admiration pour ces génies. Vous ne vous êtes pas contenté d'acheter. Vous avez aussi soutenu de nombreux artistes. Certains vous ont pourtant accusé de n'être qu'un ambitieux.
visant la direction des bâtiments du roi. L'ambition est-elle blâmable lorsqu'elle sert la grandeur des arts? Mais je n'ai jamais été de ceux qui intriguent dans l'ombre pour s'assurer une charge. D'Angivilley, en effet, me redoutait. Peut-être voyait-il en moi un rival dangereux. Je ne lui en tiens pas rigueur, bien que je sache qu'il me fit obstacle à plus d'une reprise. Notamment lorsqu'il s'opposa à votre projet d'ériger un monument sur le site de la première ascension aérostatique. Ah, quelle mesquinerie, madame. La conquête des airs méritait bien une célébration digne de ce nom. Mais, voyez-vous, les esprits chagrins ne comprennent pas que l'avenir se bâtit sur des audaces. D'Angivilley me fit échouer sur ce point, soit. Mais je trouvais d'autres moyens de prouver que la véritable grandeur ne se laisse pas enfermer dans les jalousies de cour. Vous faites allusion à votre soutien au jeune monsieur Chaudet? Précisément. Plutôt que d'implorer un subside auprès de ceux qui prétendaient diriger les arts, je pris les devants. Pourquoi attendre la générosité des puissants quand on peut être soi-même le dispensateur de la fortune? Antoine-Denis Chaudet, jeune talent prometteur, n'avait pas à souffrir des lenteurs administratives. Sans hésiter, je lui assurai une pension de 200 livres par an afin qu'il poursuivît ses études à Rome sans souci d'argent. Vous aviez également à cœur d'aider les artistes de théâtre, notamment monsieur Caillot et monsieur Garat? L'art ne se borne pas à la peinture ou à la sculpture. Le théâtre, la musique, la voix humaine sont autant de joyaux qui méritent d'être préservés. Monsieur Caillot, ayant quitté la scène, ne devait point être abandonné. Grâce à mon entremise, il obtint un domaine et une charge honorable de capitaine des chasses à Saint-Germain. Quant à monsieur Garat, sa voix méritait les plus nobles écrins. Je l'introduisis au concert de la reine, je lui procurai un poste auprès du comte d'Artois. Enfin, lorsqu'une place d'administrateur fut créée à la loterie, je m'empressai d'y veiller pour lui. Vous aviez donc ce goût du mécénat qui allait au-delà des convenances et des modes? N'est-ce pas là le rôle des hommes de fortune et d'influence? J'ai toujours cru qu'un nom ne devait pas se contenter de briller dans les salons et les bals. Il doit laisser une trace, un sillage de grandeur et de générosité. Je n'ai jamais voulu être simplement un courtisan, un amuseur de rois. Si mon siècle doit se souvenir de moi, qu'il le fasse comme d'un homme qui sut aimer, admirer et soutenir ceux dont le talent éclaire le monde. Monsieur le comte, l'on vous sait amateur d'art, protecteur des peintres et mécène des musiciens. Mais votre attachement aux lettres semble avoir dépassé le simple patronage. On dit que vous comptiez parmi vos proches, non pas seulement des protégés, mais de véritables amis écrivains. Il est vrai que la littérature fut l'une de mes plus grandes passions. L'esprit d'un siècle se mesure à la qualité de sa plume, et il m'a toujours semblé qu'encourager les gens de lettres était non seulement une œuvre de générosité, mais une mission d'intérêt public. J'ai aimé les artistes en tout genre, mais avec les écrivains, le lien était plus intime, plus personnel. La conversation, les vers échangés, la vivacité des idées. Voilà ce qui m'enchantait. Vous-même écriviez, mais vous n'avez jamais cherché à faire publier vos œuvres. Ah, je n'étais qu'un amateur, dans le sens le plus noble du terme. J'aimais l'exercice de l'esprit, mais je n'aurais pas osé me mesurer au maître du genre. Mon rôle n'était pas d'écrire pour la postérité, mais de soutenir ceux dont la plume laissait une empreinte sur notre siècle. Parmi ceux que vous avez aidés, on compte Monsieur Vigée, qui vous dut 2 charges lucratives, mais aussi Monsieur Écouchard-Lebrun, que vous avez généreusement secouru après sa ruine. J'avais pour M. Couchard-Lebrun une véritable affection. Son esprit, son talent et même son malheur, tout cela me touchait profondément. Lorsqu'il se retrouva démuni après la banqueroute du prince de Rohan-Guéméné, comment aurais-je pu détourner les yeux? Je savais son orgueil, je savais qu'il n'accepterait pas l'aumône. Aussi fis-je en sorte qu'un grand coffre rempli de linge et d'habits lui parvienne sans qu'il sût d'où il venait. J'usai également de mes relations auprès de Calonne pour lui obtenir une pension de 2000 écus. Un tel geste aurait pu rester dans l'ombre, mais Lebrun, reconnaissant, vous envoya en retour une charmante épître. Ah, ce billet en vers, une délicieuse facétie. Il avait oublié un exemplaire d'Horace sur ma table, et je le lui renvoyai avec quelques vers badins. Sa réponse fut exquise, pleine de cet esprit léger et pétillant que nous aimions tant. Il me surnommait Alcée Vaudreuil, me comparant à Horace lui-même. Il ajoutait même en post-scriptum qu'il lui faudrait bientôt inventer un mot plus fort que reconnaissance, tant vous lui aviez témoigné de générosité. Ah, mais ce n'était pas seulement de la générosité,
c'était une sincère amitié. Pour moi, un homme de lettres ne se nourrit pas seulement de gloire, il lui faut aussi des moyens pour vivre dignement. Le talent mérite reconnaissance, mais il mérite aussi un soutien concret. Nicolas Chamfort, cet esprit incisif et parfois mordant, fut lui aussi un de vos proches. Monsieur Chamfort, ce génie ombrageux, à la plume acérée et au cœur plus tendre qu'il ne voulait le laisser paraître. Oui, nous fûmes amis, malgré ou peut-être à cause de nos différences. Il accepta d'être mon commensal pendant plusieurs années, et nous partagions d'incessants échanges d'idées, de traits d'esprit, d'éclats de rire parfois. Il alla même jusqu'à abandonner son prénom de Nicolas, à votre demande. Ce prénom lui rappelait trop son origine modeste, et je voulais qu'il se libère de cette ombre pour embrasser pleinement son talent. Il se laissa convaincre, non sans ironie. Pour le reste, je lui assurais un logement et la liberté d'y tenir table ouverte. C'était une façon de lui rendre justice, à lui qui, bien que sans titre, surpassait tant de nobles par son intelligence. Lorsqu'il fut accablé par un chagrin domestique, vous l'emmenâtes en voyage en Hollande pour l'arracher à sa mélancolie. L'esprit le plus brillant n'est pas à l'abri des peines du cœur. Je savais que M. Chamfort, sous son masque d'ironie, souffrait parfois cruellement. Un voyage, des paysages nouveaux, une conversation sans fin. Voilà ce que j'espérais lui offrir. Il se moquait volontiers des grands de ce monde, mais il savait aussi reconnaître une amitié véritable. Il disait d'ailleurs à votre propos, « C'est l'amitié la plus parfaite et la plus tendre qui se puisse imaginer. » Ces mots me touchèrent profondément. Chamfort n'était pas homme à flatter. S'il les a prononcés, c'est qu'il les pensait. Et que demander de plus, sinon d'avoir laissé dans la mémoire de ceux qu'on aime une empreinte de bienveillance et de sincère attachement? Monsieur le comte, votre fréquentation des philosophes et des lettrés de votre temps surprend, car nombre d'entre eux ne cachaient au point leur mépris pour la cour et les courtisans. Comment conciliez-vous votre attachement aux arts et votre place dans un monde qu'ils critiquaient si violemment? Ah, voilà une belle contradiction, n'est-ce pas? Mais la vie n'est-elle pas faite de paradoxes? J'aimais ces esprits brillants, leurs audaces, leur liberté de ton, même lorsque leurs flèches se tournaient contre les salons où je régnais et les fastes auxquels je participais. Fallait-il donc ne point les écouter sous prétexte qu'ils osaient railler l'ordre établi? Cela eût été bien pauvre et bien sot. Pourtant, la reine elle-même s'étonnait de vous voir défendre certains d'entre eux. On raconte qu'après lui avoir fait lire une ode de Lebrun dénonçant les courtisans, elle vous aurait dit « Savez-vous que cet homme nous ôte notre enveloppe ?» Oh, Sa Majesté avait cet esprit vif et piquant qui savait si bien saisir l'essence des choses. Monsieur Lebrun, avec son verbe tranchant, effeuillait les apparences du pouvoir comme on dépouille une rose de ses pétales. Mais fallait-il lui en vouloir? Un poète est un miroir trop fidèle du siècle où il vit. Monsieur Chamfort, quant à lui, vous témoignait à la fois une affection réelle et une certaine réticence, se refusant à reconnaître toute dette envers vous. Il était ainsi fait. Il était fier, méfiant, rongé par cette fierté républicaine avant l'heure, qui voyait dans tout bienfait une atteinte à sa liberté. Il acceptait mon amitié, mais avec la distance d'un homme qui craignait d'en être redevable. Voyez cette réponse qu'il me fit un jour. Je vous promets de vous emprunter 25 louis quand vous aurez payé vos dettes. Un trait mordant, mais combien révélateur de son besoin d'indépendance. Il est vrai qu'il ne vous ménageait pas. On raconte qu'en passant avec vous devant des portefaix à Amsterdam, il aurait lancé « Qu'est-ce que tous les nobles du monde à côté de ces gens-là ?» Toujours prêt à opposer la noblesse du labeur à celle du sang, comme s'il était besoin d'élever les uns en écrasant les autres. Je ne me formalisais point de ces saillies, car je savais qu'elles étaient l'expression d'une amertume plus profonde que son propre esprit ne lui permettait de guérir. Il méditait pourtant sur votre personnage avec une sévérité implacable. Il vous voyait comme l'un des symboles de la décadence des mœurs et confiait en secret ses réflexions les plus acides sur la cour et ses courtisans. Que voulez-vous, c'était un moraliste. Il ne pouvait s'empêcher de ciseler ses jugements comme on aiguise une lame. Mais moi, je ne lui en voulais point. J'avais ce détachement propre à ceux qui savent que la critique ne tue pas et que l'histoire jugera mieux que les hommes de leur temps. Vous alliez même jusqu'à ne pas vous offusquer de ses traits les plus cruels. Il disait « La reconnaissance qu'on a pour les courtisans,
est celle qu'on a pour les dentistes. Il vous délivre d'un mal, mais vous cause de la douleur. Voilà bien une sentence à la Chamfort, une épigramme acérée, servie avec tout l'art du désenchantement. Mais moi, voyez-vous, j'aimais trop l'esprit pour lui en vouloir d'être parfois mordant. Après tout, les poètes et les philosophes sont les miroirs de notre temps, même lorsqu'ils s'amusent à en briser le reflet. Alors, vous ne regrettez rien de ces amitiés souvent ingrates? Point du tout. J'ai vécu parmi des âmes libres. J'ai côtoyé des esprits fiévreux et brûlants. Qu'importe qu'ils aient parfois craché sur la main qui les aidait, du moment que nous avons partagé ensemble de si beaux instants. Monsieur le comte, votre nom est souvent associé aux arts, mais il semble que vous ayez également joué un rôle, quoique discret, dans la bataille menée par Beaumarchais pour faire jouer le mariage de Figaro. Louis XVI, on le sait, craignait l'impact de cette pièce et déclara même que si elle était représentée, il faudrait démolir la Bastille. Pourtant, en 1783, elle finit par être jouée et certains soupçonnent que vous n'y étiez pas étranger. Ah, le mariage de Figaro. Quelle pièce! Un chef-d'œuvre aussi impertinent que brillant, un feu d'artifice de satire et d'esprit. Il fallait être bien aveugle pour ne pas voir qu'elle incarnait l'effervescence du siècle. Il est vrai que la censure royale lui opposa 1000 obstacles, mais la cour et Paris bruissaient d'impatience de la voir enfin sur scène. Je ne fus pas le seul à m'en faire l'avocat, mais je peux dire, sans fausse modestie, que je pris quelque part dans l'assouplissement de la position du roi. Vous parlez du cercle des Polignac, dont vous faisiez partie, et qui pesait fortement sur les décisions du roi? Exactement. La reine et ses amis formaient une coterie influente qui, en bien des occasions, parvenait à fléchir les résistances du roi. Nous n'étions point révolutionnaires, non. Mais nous comprenions que la société évoluait, que l'esprit de notre siècle appelait un souffle nouveau. Pourquoi donc priver le public d'une œuvre qui, à travers le rire, disait tant de vérité? Mais malgré tout, alors que la pièce avait été annoncée pour une représentation en juin 1783 au Menu Plaisir, un nouvel ordre d'interdiction tomba. Pourtant, quelques mois plus tard, en septembre, elle fut jouée, chez vous, à Gennevilliers. Ah, quelle soirée! Vous imaginez le frisson d'interdit qui parcourait l'Assemblée? Voilà une comédie que tout le monde attendait, que nul n'avait pu voir et qui se jouait enfin devant un public d'initiés. Pour l'occasion, j'avais convié le comte d'Artois, la duchesse de Polignac et son cercle, quelques esprits brillants. Quelle fête pouvait être plus exquise qu'un souper suivi d'une pièce interdite? Il fallut pourtant négocier avec Beaumarchais et surtout obtenir l'agrément du roi. En effet, et ce ne fut pas sans mal. Beaumarchais n'était pas homme à se plier aux exigences de la cour sans en tirer lui-même un avantage. Mais nous trouvâmes un terrain d'entente, et je me plais encore à me remémorer cette phrase que je lançais dans l'enthousiasme « Hors du mariage de Figaro, point de salut ». La représentation fut un triomphe et un scandale. On raconte que Beaumarchais, emporté par l'excitation, brisa des vitres à coups de canne pour donner de l'air aux spectateurs. Oui, voilà un geste bien à son image. Il était dans son élément, savourant son triomphe avec toute l'exubérance qui le caractérisait. Mais ce n'était pas un simple éclat de folie. Il comprenait que, dès cet instant, il avait remporté la partie. La pièce ne pouvait plus être contenue, et il ne fallut pas longtemps avant qu'elle ne triomphe à la Comédie-Française. 5 ans plus tard, la Bastille tombait. Le roi avait vu juste dans ses craintes. Vous êtes-vous jamais demandé si vous n'aviez pas, ce soir-là, ouvert la porte aux événements qui allaient suivre? Ah, voilà une pensée qui donne à réfléchir. Mais était-ce moi? Était-ce Figaro? Était-ce tout simplement l'esprit du siècle qui allait son cours? Il est certain que cette pièce fut un miroir impitoyable des abus et des faiblesses de notre monde. Mais pouvait-on l'empêcher de paraître? Tout comme on ne pouvait contenir le vent qui soufflait sur la France. Ce qui est certain, c'est que votre soutien à la pièce vous valut d'être l'un des premiers touchés par la tempête révolutionnaire. Vous qui aviez aidé M. Beaumarchais à triompher, vous fûtes aussi l'un des premiers courtisans contraints à l'exil. Ironie du sort, n'est-ce pas? Ce même souffle de liberté que nous trouvions charmant dans les salons se mua en une tempête qui emporta tout. Mais que voulez-vous?
la roue tourne. J'ai aimé l'esprit, j'ai aimé le plaisir, j'ai aimé les arts. Et si le destin a voulu que je paie le prix de mes inclinations, je l'accepte sans amertume. L'histoire jugera mieux que nous si nous avons été les artisans de notre propre chute, ou simplement les témoins d'un monde en mutation. Monsieur le comte, nous avons évoqué vos fastes, vos succès et vos amitiés influentes. Mais toute ascension connaît son revers. Et le vôtre coïncida avec la chute de Monsieur Calonne et le crépuscule de la monarchie. Vous, qui aviez été un proche du cercle des Polignac, avez-vous perçu en ce printemps de 1787 les signes avant-coureurs de la fin d'un monde? Voyez-vous, l'on ne croit jamais au déclin lorsque l'on se trouve au sommet. On s'imagine que les nuages ne sont qu'un caprice du ciel et que demain, tout reprendra son éclat. Mais les signes étaient de là. La monarchie, jadis inébranlable, vacillait sous le poids de ses contradictions. La cour elle-même était un champ de bataille où se croisaient jalousie, intrigue et rancœur. Vous aviez vos ennemis, et pas des moindres. On disait de vous que vous étiez un intrigant, un personnage emporté, un homme auquel rien n'imposait. Oh, les mauvaises langues! Elles trouvent toujours à redire, surtout quand un homme a trop brillé, trop osé, trop dérangé l'ordre établi. J'étais ambitieux, certes, mais quelle faute y a-t-il à vouloir pour soi ce que d'autres obtiennent sans mérite? J'aimais la franchise. Je ne supportais pas les demi-teintes. Peut-être cela me valut-il d'être jugé arrogant. Mais que voulez-vous? Il faut choisir. Où l'on est insignifiant et l'on ne dérange personne. Où l'on est soi-même et l'on attise l'envie. Vos adversaires les plus redoutables n'étaient pas seulement les courtisans, mais aussi la reine elle-même. Vous étiez un ami de Madame de Polignac, et pourtant Marie-Antoinette vous tenait en défiance. Marie-Antoinette aimait l'amitié, mais non les amis de ses amis. Ce fut là ma faute, ou mon malheur. J'étais trop proche de la duchesse de Polignac, trop en vue dans son cercle, trop présente dans ses petits appartements où se faisaient et se défaisaient les destins. Et surtout, j'avais pris des partis qui ne lui convenaient guère. Vous pensez à votre rôle dans l'affaire du mariage de Figaro? Sans doute. La reine ne pardonnait pas à ceux qui avaient favorisé cette pièce qu'elle savait être un feu follet prêt à embraser l'opinion. Elle me voyait comme un imprudent, un séducteur d'idées, un homme dangereux parce qu'il avait compris avant d'autres que le vent tournait. Et puis, il y eut l'affaire du collier. Vous aviez pris parti pour le cardinal de Rohan, contre l'avis de la souveraine. Oui, je ne fus pas le seul à voir dans ce procès un coup monté, une affaire manipulée où l'on sacrifiait un homme pour en préserver d'autres. Mais prendre le parti du cardinal, c'était s'opposer directement à la reine, et cela, elle ne pouvait le souffrir. Dès lors, son regard sur moi changea, son indulgence se mua en méfiance. Vous aspiriez aussi à la charge de gouverneur des enfants de France, une fonction éminemment stratégique. Était-ce là votre ultime ambition? Une ambition légitime, si vous voulez. Après tout, avais-je moins de titres que d'autres pour cette charge? Mais la reine voyait en moi un favori trop affiché, un homme dont l'influence devenait encombrante. On raconte qu'elle fit part à Madame de Polignac de son irritation à votre sujet, et que celle-ci lui répondit sèchement. « Je pense que parce que votre majesté veut bien venir dans mon salon, ce n'est pas une raison pour qu'elle prétende en exclure mes amis. » Ah, la duchesse, fidèle jusqu'au bout. Mais c'était une bataille perdue d'avance. Marie-Antoinette n'oubliait jamais une offense, et je compris bientôt que mon nom était devenu indésirable. Dès lors, elle évita de vous croiser, prenant soin de s'informer avant d'entrer chez Madame de Polignac si vous étiez présent. Oui, et lorsque la reine détourne son regard, la cour détourne le sien. J'avais trop longtemps joui d'une faveur éclatante pour ne pas ressentir le froid de l'isolement. Regrettez-vous d'avoir pris ces risques? Peut-on regretter d'avoir été soi-même? J'ai aimé la vie, j'ai aimé l'art, j'ai aimé le pouvoir, et j'ai aimé trop d'amitiés que je croyais inébranlables. Mais si c'était à refaire, je ne changerais rien. Après tout, mieux vaut avoir vécu pleinement et chuté que d'être resté dans l'ombre sans jamais braver le destin. Monsieur le comte, nous avons vu comment votre étoile s'est ternie à la cour, à mesure que la faveur de Marie-Antoinette se retirait de votre cercle. Mais en avril 1787, c'est un véritable séisme qui frappe votre monde. La chute de Monsieur Calonne. Vous l'aviez soutenu de votre crédit, mais cela ne suffit pas à le sauver. Comment avez-vous vécu cette déroute? Lorsqu'un édifice s'écroule, il est rare que ceux qui l'habitaient
sentirent indemnes. Calonne était un homme d'esprit, un réformateur audacieux, mais il s'était trop avancé sur un terrain mouvant. Il avait cru qu'un peu d'habileté et beaucoup de faste suffiraient à maintenir l'illusion, mais la réalité le rattrapa brutalement. Moi-même, je crus un instant que mon nom, mon influence et mes alliances suffiraient à me protéger. Quelle erreur! La cour est un miroir qui reflète la lumière tant que vous êtes en pleine gloire, mais qui se brise au premier revers pour vous renvoyer votre propre déclin. Vous ne tardâtes pas à suivre Madame de Polignac en Angleterre, sous prétexte de prendre les eaux de Basse. Mais l'opinion soupçonna d'autres raisons à ce départ précipité. L'opinion, mon cher, aime à se repaître de rumeurs et de fables. On me prêta 1000 motifs, tous plus absurdes les uns que les autres. Mais la vérité était bien plus simple. Il fallait s'éloigner, laisser retomber les animosités, faire oublier un nom trop lié à la coterie dominante. Nous avions été trop en vue, trop liés aux faveurs de la reine. Lorsque le vent tourne, il faut savoir plier ou être déraciné. En revenant en France, vous trouvâtes votre situation bien changée. On vous accusa même d'avoir profité de votre crédit pour détourner 1 million du trésor public. Une accusation aussi ridicule qu'injurieuse, mais dans ces moments de trouble, l'accusation suffit souvent à condamner. Je n'étais pas homme à plier sous le poids du soupçon, mais comment lutter contre un roi qui refusait désormais d'être le garant des folies de ses courtisans? Louis XVI, que j'avais connu indulgent, disait désormais « Ils n'ont qu'à payer, je n'entends plus être responsable de leurs extravagances. » Je crus un moment qu'un acquit de comptant suffirait à me tirer d'affaire, mais il n'en fut rien. La reine elle-même refusa d'intercéder en votre faveur. Hélas, oui. Il ne faut jamais trop se fier aux faveurs royales. Elles brillent comme des étoiles, mais s'éteignent aussi vite qu'elles sont apparues. Marie-Antoinette, qui m'avait permis tant d'audace par le passé, était désormais inflexible. Que lui étais-je encore? Un vestige d'un cercle qui l'encombrait désormais, un souvenir d'un temps révolu. Pour vous sauver, vous proposâtes même de céder au roi vos terres d'Amérique en échange de l'extinction de vos dettes, mais cette solution fut rejetée. Oui, comme si l'on pouvait se défaire ainsi d'une partie de soi pour acheter un répit. Mais l'époque n'était plus aux arrangements entre puissants, elle était à l'austérité, à la suspicion, au rejet des privilèges. Il me fallut me résoudre à vendre Gennevilliers au duc d'Orléans, disperser mes collections et même céder mon mobilier au roi pour une somme honorable. Un déclin progressif, humiliant, mais nécessaire pour préserver ce qui pouvait l'être encore. Vous quittâtes alors la France pour un temps, partant en Italie, à Rome, où vous trouvâtes refuge auprès du cardinal de Bernis. Rome, un exil doré, certes, mais un exil tout de même. Loin des intrigues de Versailles, loin de ces regards qui s'étaient détournés de moi. Je m'y abandonnais à la contemplation, à la mélancolie. Quelle ironie, n'est-ce pas? Moi qui avais tant aimé le tumulte des salons, je me retrouvais à errer dans les ruines de l'Antiquité, méditant sur la fragilité des empires et des hommes. Mais à la fin de l'année 1788, vous fîtes votre retour à Paris. Malgré votre perte de faveur, vous cherchiez encore à peser sur les événements. Que voulez-vous? On ne se refait pas. L'histoire avançait à grands pas, et il était impossible de rester simple spectateur. Je tentais d'influencer le débat sur la composition des États généraux, comprenant que le doublement du tiers marquerait la fin d'un ordre que nous avions cru immuable. Vous demandâtes même à M. Chamfort de vous prêter sa plume pour combattre ces réformes, mais il refusa. Il avait déjà choisi son camp, celui du peuple contre les privilégiés. Il me répondit, avec cette ironie mordante qui lui était propre, « C'est un procès entre 24 millions d'hommes et 700 000 privilégiés. » Il me supplia de ne pas prendre une position trop marquée contre les réformes, me voyant déjà emporté par le tourbillon qui s'annonçait. Mais que pouvais-je faire? Renier mes convictions? Abandonner ceux que j'avais toujours défendus? D'autres encore vous tournèrent le dos. Monsieur Ginguené, par exemple, lut en votre présence, chez Madame Vigée-Lebrun, une ode qui annonçait déjà les excès de 1793. Ah, quelle trahison que celle des esprits! Ce monde qui s'était cru au-dessus de la morale allait bientôt être mis hors la loi. J'avais vu ces hommes rire des princes, se moquer des dogmes, se croire libres de toute contrainte. Mais voilà que la vague qu'ils avaient soulevée allait les submerger à leur tour.
Il croyait façonner un monde nouveau. Il n'avait fait qu'ouvrir la boîte de Pandore. Vous sentiez-vous encore à votre place dans ce Paris en ébullition? Non, la ville que j'avais connue, où l'on riait, où l'on aimait les arts, où l'on conspirait pour des futilités charmantes, cette ville n'existait plus. Elle était devenue une arène où chaque camp s'affrontait avec une violence que nous n'avions pas imaginée. Moi qui avais tant aimé la légèreté, je me retrouvais prisonnier d'un monde qui ne connaissait plus que la gravité. Mon temps était révolu, et je le savais. Monsieur le comte, en vous écoutant évoquer ces années troublées, on comprend à quel point votre monde a vacillé sans que vous, ni vos pères, n'ayez su en anticiper l'effondrement. Pourtant, en 1789, les signes du chaos étaient visibles. Ah, mais qui, parmi nous, aurait pu croire qu'un royaume millénaire se déliterait en quelques mois? Nous étions des novices en matière de révolution, plongés dans un jeu dont nous n'avions pas même soupçonné les règles. Avec le recul, il est aisé de dire qu'il eût fallu bâtir des digues avant que le torrent ne déferlât, mais qui donc se soucie d'une inondation lorsque le ciel est encore clair? Vous-même ne perceviez pas l'ampleur du bouleversement à venir? Je pressentais des troubles, certes, mais jamais l'abîme. J'imaginais un simple revers, un mouvement d'humeur populaire qui s'apaiserait dès que l'on changerait un ministre. Jacques Necker, ce financier tant adulé, ne serait qu'un feu de paille, pensais-je, et bientôt Calonne reprendrait sa place, ramenant avec lui ordre et faste. Lorsque Louis XVI prononça sa fameuse déclaration du 23 juin, qui devait consacrer des concessions aux revendications du tiers, vous jugeâtes que c'était une capitulation. Capitulation, le mot est juste. Le roi croyait désarmer ses adversaires, mais il ne faisait que leur offrir la certitude qu'en exigeant plus, ils obtiendraient tout. Je sentais déjà l'émeute couvert, prête à bondir sur cette faiblesse pour en arracher davantage. C'est ce jour-là que je décidai, avec quelques amis fidèles, de nous rendre à Versailles afin d'assurer la protection de la reine, si le besoin s'en faisait sentir. Mais votre présence ne fut guère appréciée. Non, nous fûmes reçus avec froideur. La cour était enivrée par l'illusion que tout allait s'apaiser, que le roi avait su rétablir l'union. Nous n'avons plus besoin qu'on veille sur nos jours, nous répondit-on. Quelle naïveté, quelle inconscience. Alors je posai la seule question qui comptait. Monsieur Necker a-t-il accompagné le roi à l'Assemblée? Et quand on vous répondit que non, vous annonçâtes que la monarchie était perdue. Car c'était une évidence. Tant que monsieur Necker restait aux commandes, il servait d'assurance pour ceux qui voulaient détruire l'ordre établi. Il fallait l'écarter. Aujourd'hui, pas demain. Mais la reine ne voulut pas m'entendre. Elle crut voir dans mes paroles une manœuvre, peut-être une intrigue. Avec sévérité, elle me congédia. En quittant la pièce, vous osâtes encore une dernière parole. Je vois avec douleur que j'ai encouru la disgrâce de la reine, mais jamais je ne balancerai entre la faveur et mon devoir. Ce fut mon dernier acte de fidélité. Je savais que mes avertissements n'étaient pas bien reçus, mais comment me taire? Je servais une cause qui dépassait ma propre personne. 20 jours plus tard, vos sombres prédictions se réalisaient. La Bastille tombait, et avec elle le monde que vous aviez connu. En quelques heures, tout bascula. L'autorité royale, que l'on croyait sacrée, s'évanouit dans la fumée des canons. Paris n'appartenait plus au roi, mais à la foule. Versailles lui-même tremblait. Et cette fois, il n'était plus question de complaisance. Louis XVI et Marie-Antoinette comprirent qu'ils ne pouvaient plus protéger ceux qui leur avaient été les plus proches. Le comte d'Artois, la duchesse de Polignac et tout leur cercle étaient désormais des cibles. Nous étions les premiers sur la liste. Le roi, accablé, dut ordonner à son frère de fuir. La reine, le cœur déchiré, supplia Madame de Polignac de s'exiler. Ce n'était plus qu'une question d'heure avant que la fureur populaire ne s'abatte sur nous. Comment prîtes-vous la décision de partir? Ce fut un moment de grande perplexité. Qui suivre? Mon prince, le comte d'Artois, qui allait droit vers le danger en cherchant refuge aux Pays-Bas? Ou mon ami de toujours, la duchesse de Polignac, qui se dirigeait vers Bâle et la Suisse? Mon cœur était partagé entre la fidélité politique et l'attachement personnel. Mais il me fallut trancher. Vous choisîtes le comte d'Artois. Oui, il représentait la continuité du trône, la résistance contre ce flot révolutionnaire qui menaçait d'engloutir la France. C'était un choix difficile, mais il me semblait que de nous tous, il était celui qui courait le plus grand péril. Il était le frère du roi, il incarnait la monarchie à lui seul,
et les révolutionnaires n'auraient eu aucune pitié pour lui. Vous quittâtes donc la France sans savoir si vous y reviendriez un jour. La fuite est une chose amère pour un homme qui a toujours vécu dans la splendeur et la certitude de son rang. Je laissais derrière moi mes terres, mes biens, mes souvenirs et une partie de mon âme. Mais pouvais-je faire autrement? Versailles n'était plus un refuge. Paris était un tombeau ouvert. Il nous fallait partir ou mourir. À cet instant, sentiez-vous que la Révolution n'allait pas s'arrêter là? Oh, je savais bien que ce n'était que le début. Lorsqu'un torrent déborde, il ne s'arrête pas à la première digue qu'il renverse. J'ai vu la tempête arriver, j'ai tenté d'en prévenir mes amis, mais qui écoute un homme qui parle de naufrage quand tous croient encore voguer sur des eaux calmes? Vous étiez désormais un exilé. Mais l'exil n'était-il pas déjà une forme de mort pour un homme de votre rang? Si, quitter la France, c'était abandonner tout ce que j'avais été. Mais mieux valait fuir et espérer un retour que de rester et périr dans l'oubli. J'étais prêt à attendre mon heure, à guetter le moment où la monarchie, vacillante, aurait besoin de ses serviteurs fidèles. Mais ce que je ne savais pas encore, c'est que la tempête allait emporter bien plus que le trône. Elle allait balayer toute une civilisation. Monsieur le comte, les événements se précipitent. La révolte gronde, la prise de la Bastille sonne comme un glas funèbre pour l'Ancien Régime, et vous vous trouvez au cœur de ces adieux déchirants entre le couple royal et ses derniers fidèles. Comment avez-vous vécu ces heures décisives? Ah, cette nuit du 16 au 17 juillet. Elle reste gravée en moi, non seulement par le fracas des événements, mais par l'émotion poignante qui enserrait tous les cœurs. Versailles n'était plus qu'une prison dorée, où chacun sentait peser une menace invisible, mais implacable. La reine et le roi, bien que résignés, n'avaient plus aucun pouvoir sur leur propre destin. Il n'y avait plus qu'une certitude. Il fallait partir, fuir, s'éloigner avant que la colère populaire ne se transforme en sentence irrévocable. Vous aviez déjà connu la disgrâce, notamment auprès de la reine, qui vous avait tenu en suspicion ces derniers temps. Pourtant, cette nuit-là, elle vous accorda ce que vous appelez vous-même une rentrée en grâce. Oui, et ce moment, je ne l'oublierai jamais. Lorsque mon tour vint de lui adresser mes adieux, je posai un genou à terre, comme le voulait l'étiquette. Mais ce fut l'homme, non le courtisan, qui parla ce soir-là. Mes mots furent balbutiés, tremblants, car je voyais en elle non plus seulement la souveraine, mais une femme accablée, une épouse et une mère jetées au bord d'un précipice. Et alors, chose inouïe, son masque de marbre se fendit un instant. Son visage s'inclina vers moi et je sentis ses larmes rouler sur mon front. C'est alors qu'elle vous confia ce que nul autre n'entendit. « Ouais !» elle murmura d'une voix brisée. « Vaudreuil, vous avez raison, Necker est un traître, nous sommes perdus. » Ce furent des mots d'une sincérité désespérée, une confession arrachée par l'émotion, loin de cette dignité impassible qu'elle affichait face à la cour. Elle venait d'admettre, en un souffle, que tout était fini, que nous avions lutté en vain. Mais lorsqu'instinctivement je levai les yeux vers elle, ce moment de faiblesse avait disparu. Marie-Antoinette, la femme éplorée, s'était éclipsée derrière la reine inébranlable. À ce moment-là, j'ai compris qu'elle affronterait son destin avec cette grandeur qui, même dans l'adversité, ne la quitterait jamais. Après ces adieux, l'heure était venue de fuir. Vous partîtes aux côtés du comte d'Artois, traversant la France sous l'ombre de la menace. Oui, nous quittâmes Versailles à cheval dans la nuit, accompagnés du capitaine des gardes d'Hénin et du marquis de Grailly. La route était périlleuse, semée d'embûches et de regards suspects. Il fallait éviter les grands axes, contourner les villes enfiévrées par la révolte. La moindre erreur, un retard, un soupçon éveillé chez un postillon trop curieux, et nous étions perdus. Vous trouvâtes refuge un temps à Namur, puis à Berne, où les Polignac vous rejoignirent. Vous formiez une communauté d'exilés, suspendus à l'évolution des événements. Oui, et cette attente était une torture. Nous étions là, en terres étrangères, à écouter, impuissants, les nouvelles de France. Chaque courrier apportait une rumeur plus terrible que la précédente. Le roi, prisonnier dans son propre palais. La reine, isolée, trahie, abandonnée. Paris en proie à une fureur incontrôlable. Que pouvions-nous faire, sinon espérer que tout ceci ne fût qu'un orage passager? Le comte d'Artois, impatient d'agir,
décida alors de se rendre à Turin, auprès de son beau-père, le roi de Sardaigne. Mais cette fois, vous ne le suivîtes pas. Ce fut un déchirement. Mon premier devoir était envers mon prince et pourtant les dangers qu'avait affrontés Madame de Polignac sur la route de Bâle me hantaient. Son voyage avait été semé de périls, de rumeurs menaçantes, de regards hostiles. Elle avait fui sous des déguisements, craignant à chaque instant d'être reconnue et livrée à la foule. Ces dangers, je ne pouvais les ignorer, ni les laisser à d'autres le soin de les affronter. Votre choix était fait. Oui, j'avais promis à moi-même que je ne quitterais plus cette famille qui m'avait tant donné, qui m'avait offert son amitié, sa confiance. Sauf si l'honneur m'appelait à défendre mon prince sur un champ de bataille, mon devoir était auprès des Polignac. Ainsi se dessinait ma destinée. Non plus courtisan, non plus homme de plaisir et d'intrigue, mais exilé, témoin impuissant d'un monde qui sombrait sous mes yeux. Monsieur le comte, en quittant la France aux côtés du comte d'Artois et des Polignac, pensiez-vous que cet exil serait définitif? Oh, pas un instant. Nous étions convaincus que notre départ n'était qu'un repli stratégique, une absence de courte durée. Nous croyions qu'il suffirait de nous éloigner pour que la tempête passe, que le roi et la reine reprennent bientôt le contrôle de la situation. Après tout, combien de fois dans l'histoire les peuples s'étaient-ils soulevés avant de retomber dans l'ordre établi? Versailles était éternel, Paris avait connu d'autres émeutes. Cette révolution n'allait être qu'un épisode fugace, un de ces soubresauts que le pouvoir royal finirait par maîtriser. Vous parlez aujourd'hui avec le recul des années. Mais à l'époque, dans l'urgence du départ, dans la précipitation des adieux, ressentiez-vous un pressentiment plus funeste? Pour ma part, oui, une inquiétude sourde me gagnait. Contrairement à certains de mes compagnons qui, une fois la frontière franchie, soufflèrent d'un soulagement presque léger, je ne pouvais m'empêcher de penser que nous laissions derrière nous bien plus que nos biens, nos charges ou nos privilèges. Nous abandonnions un trône qui vacillait, une monarchie que nous prétendions défendre, mais que nous quittions sans même lui avoir livré bataille. Vous pensiez donc que la situation exigerait un retour rapide, voire un combat? Comment ne pas le penser? Le roi et la reine étaient pris au piège, entourés d'un peuple enfiévré, assaillis par des conseillers qui ne leur voulaient pas tous du bien. Nous avions fui, laissant derrière nous ceux qui nous avaient toujours protégés. Était-ce là notre rôle? N'aurions-nous pas dû rester, tenter de sauver ce qui pouvait l'être? L'histoire, cruelle, nous répond aujourd'hui. Pourtant, sur le moment, l'exil n'avait pas encore pris les teintes tragiques qu'il revêtit par la suite. Vous avez même parlé d'une excursion à l'étranger qui ressemblait presque à une partie de plaisir. Hélas, oui. Certains d'entre nous, imprudents, se figuraient que cette parenthèse hors de France ne serait qu'un épisode mondain, un voyage forcé, certes, mais non dépourvu de charme. Nous étions en terres amies, reçus avec honneur dans les cours étrangères, loin des tumultes parisiens. Nous nous imaginions que la raison finirait par prévaloir, que nous reviendrions bientôt dans nos hôtels particuliers, comme si cette révolte n'avait été qu'un caprice d'un instant. Vous ne saviez pas encore que cet exil allait durer 25 ans. Non, comment l'aurions-nous su? Ce que nous prenions pour un simple éloignement allait devenir une errance. Peu à peu, d'autres nous rejoindraient, ces nobles et fidèles qui fuyaient à leur tour la terreur grandissante. Nous formions une cour hors de France, un royaume en exil, survivant d'illusions et d'espoirs. Mais plus les années passaient, plus ces espoirs s'amenuisaient. Nous étions des ombres, attendant le retour d'un monde qui ne serait peut-être plus jamais le nôtre. Un monde qui disparaîtrait avec ceux que vous aviez laissés derrière vous. Oui, nous n'avons pas seulement perdu une patrie, nous avons perdu des amis, une famille, un mode de vie entier. En partant, nous pensions sauver la monarchie, mais nous n'avons sauvé que nous-mêmes. Et quand, enfin, nous avons pu revenir, ce n'était plus la France que nous avions connue, mais une autre, forgée dans le sang et les cendres de ce que nous avions laissé derrière nous. Ainsi s'achevait l'illusion d'un retour possible, d'une restauration immédiate de l'ordre ancien. En quittant la France, le comte de Vaudreuil et ses compagnons d'exil pensaient n'être éloignés que pour un temps, quelques mois tout au plus, avant que le trône ne retrouve sa stabilité. Mais le temps de Versailles était révolu.
La Révolution, loin d'être une simple crise passagère, allait remodeler le royaume en profondeur, balayant les certitudes, brisant les privilèges et forgeant une nouvelle ère sur les ruines de l'ancienne. Vaudreuil, fidèle jusqu'au bout à son prince et au Polignac, devint malgré lui le témoin impuissant d'un monde en train de disparaître. Ce que lui et ses pairs prenaient pour un exil temporaire devint un exode de 25 ans, une errance à travers l'Europe où ils assistèrent, de loin, aux tragédies qui frappèrent leurs anciens amis restés en France. Aujourd'hui, en revenant sur ces années de splendeur et de chute, le comte de Vaudreuil nous offre un témoignage unique. Celui d'un homme qui, ayant vécu au plus près du pouvoir, a vu l'histoire se refermer sur son époque. Entre regrets, fidélité et lucidité tardive, il incarne ces aristocrates qui, dans leur fuite, ont emporté avec eux non seulement leur passé, mais aussi le souvenir d'une France qui n'existerait plus jamais.